Dans notre maison de vacances sur le bassin d'Arcachon trônait un portrait de Ferdinand de Lesseps. Et ce portrait, évidemment, nous étonnait. Et mon père nous expliquait qu'il y avait effectivement eu à plusieurs reprises des liens entre notre famille et Ferdinand de Lesseps. Et en approfondissant un peu, ces liens sont de deux natures, en fait. Le premier lien passe par un personnage qui s'appelle Auguste Garbeyron et qui était officier de marine à Toulon et qui a rencontré Ferdinand de Lesseps à plusieurs occasions. Il était capitaine d'un bateau poste qui a transporté Ferdinand de Lesseps lors d'un de ses voyages de France en Égypte. Et donc ils ont fait connaissance sur ce bateau une première fois. Et puis ce même Auguste Garbeyron a été affecté à Constantinople, auprès de la Sublime Porte, pour être inspecteur des phares et des feux ou des fanaux ottomans. En même temps d'ailleurs qu'un officier de marine anglais. Donc c'était une mission de deux officiers de marine qui étaient là plutôt d'ailleurs pour développer le système de balisage des côtes très développé de l'Empire ottoman. Et il se trouve qu'il a été affecté là, payé d'ailleurs par le sultan et pas par la marine française, entre 1856 et 1861, c'est-à-dire une période assez névralgique pour la construction du canal. Et Ferdinand de Lesseps, enfin je le suppose, qu'il avait donc connu déjà sur son bateau, sur son navire, lui a demandé d'être un peu un informateur de ce qui se passait à Constantinople, puisque stratégiquement, c'est toute une période où le firman du Khedive, qui accordait la concession du canal de Suez à Ferdinand de Lesseps, enfin à la Compagnie universelle, devait être approuvé par le sultan. Et en fait, on sait très bien que les Anglais faisaient justement un barrage à l'approbation de ce firman, et donc il était important que Ferdinand de Lesseps et la Compagnie universelle soient informés de ce qui se passait. Alors, il y a eu pas mal de courriers échangés, et à la demande de l'association, je me suis plongé dans ce courrier. Alors, il y a un deuxième lien familial, c'est que son gendre, Arthur François Chambol, était représentant des messageries maritimes successivement en Turquie, en Égypte et finalement à Bordeaux, et qu'il avait donc lui-même, en tant que représentant des messageries maritimes, c'était la compagnie française qui était la plus intéressée par la construction du canal de Suez, puisqu'elle desservait tout l'extrême Orient, et que c'était plus avantageux évidemment de passer par le canal plutôt que de faire le tour de l'Afrique. Donc ce même Arthur François Chambol, qui est le gendre d'Auguste Garbeyron, était présent en Égypte au moment de l'inauguration du canal, donc en 1869, et a été invité au fait de l'inauguration. Alors de tout cela, on ne parlait pas beaucoup dans la famille. Mon père parlait plus volontiers du bateau que François Chambol, représentant des messageries maritimes, avait à Bordeaux sur la Gironde, sur la Garonne et sur la Gironde. Ses parents s'étaient mariés, enfin la fête donnée pour le mariage de ses parents s'était effectuée sur ce navire. Et puis il y avait aussi d'ailleurs dans le patrimoine de la famille un certain nombre d'actions de Suez, et donc leur patrimoine suivait un peu les évolutions de cette action, qui ont été parfois très hautes, très basses. Enfin, il y a eu beaucoup d'avatars sur ces actions. Donc voilà un petit peu le tableau des relations que nous avions dans la mémoire avec ce canal de Suez et avec Ferdinand de Lesseps. Mais alors, le fait que votre ancêtre ait participé à l'inauguration, ait assisté à l'inauguration, c'était quand même une tradition dans la famille? On vous en parlait ou vous l'avez découvert après? On n'en parlait pas beaucoup, mais cette maison qui est près de Bordeaux, à la campagne, a été un peu le recueil de tous les papiers de différentes branches d'ancêtres, et dans les tiroirs, je découvre comme ça des documents
C'est comme ça que j'ai fait un petit livre sur un conventionnel régicide qui était un ancêtre du côté de cette maison, justement. Et c'est en fouillant dans un des tiroirs du salon de la maison que j'ai trouvé les 2 cartons d'invitation de François Chambol et de sa femme Noémie Chambol. Voilà. Donc, mais mon père ne parlait pas tellement de sa famille. Et en fait, c'est moi d'ailleurs qui lui ai demandé une fois, mais en fait, c'est dommage que tu nous dises pas un certain nombre de choses sur des personnes que tu as connues. Parce que lui avait connu, peut-être pas Auguste Garbéron, même sûrement pas, il est mort en 1875 et mon père est né en 1901, donc ils ne se sont pas connus. Mais en revanche, mon père a connu Arthur François Chambol, donc le représentant des messageries maritimes, et j'ai une note de lui, un papier de lui de quelques pages, où il me parle justement de ce qui était pour lui son grand-père, et pour moi mon arrière-grand-père. Oui, oui. Mais son grand-père, semble-t-il, ne lui a pas parlé particulièrement de son séjour quand même qui l'a marqué, puisque c'était pas fréquent qu'il y ait quelqu'un qui passe... Il est resté combien de temps en Égypte Il est resté de 56 à 61. Ah oui, oui. À Constantinople, Auguste Garbéron. Auguste Garbéron. Mais votre... Alors, mon arrière-grand-père, François Chambol, je n'ai pas déterminé encore, j'y arriverai peut-être, quelle a été la durée de son séjour à Alexandrie. Mais ça doit être possible. En réalité, il y a un travail que je pourrais faire, j'imagine que les messageries maritimes ont des archives. Oh non, alors les messageries maritimes ont été absorbées par la Compagnie Générale Transatlantique, qui elle-même a été absorbée dans des conditions parfois critiquables d'ailleurs par CMA-CGM. Alors je n'ai jamais été voir ni CMA-CGM, ni la Compagnie Générale Transatlantique, ni les messageries maritimes, mais je suis persuadé qu'il y a des archives et qu'on doit pouvoir trouver ce genre de choses. Parce que finalement, ce séjour n'a pas marqué la mémoire de votre arrière-grand-père ou de votre arrière-grand-mère, au point qu'il y a eu des récits, des bribes de récits sur la question. Dans la note d'une 20aine de pages que mon père a fait à ma demande, il parle effectivement de François Chambol, mais qui est à la retraite à ce moment-là, ou enfin non, peut-être qui est encore peut-être aux messageries maritimes, mais représentant général à Bordeaux. Il parle de lui, de son caractère, mais plutôt des dernières années de sa vie. Et effectivement, il n'évoque pas l'inauguration du canal. En réalité, il faut dire que cette maison n'est rentrée dans la famille Chambol que par alliance, que par un mariage, et qu'en fait, elle était plus rattachée à une autre branche de la famille dans lequel il y avait justement ce conventionnel régicide du Plantier. Et donc, mon père me parlait plutôt de ce côté-là, dans cette maison qui venait de ce côté-là, que de ses ancêtres du côté Chambol. Assez curieusement. D'une certaine façon, avait réanimé ou animé, voilà. Ressuscité. Oui. Alors, il se trouve que nous étions 5 enfants dans ma famille, que petit à petit, j'ai sorti cette maison de campagne de l'indivision et que je me suis retrouvé seul détenteur de cette maison de campagne. Alors je me suis mis à tirer les tiroirs et à regarder ce qu'il y avait comme papier dans la maison. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé un certain nombre de papiers plutôt du côté de cette branche révolutionnaire en quelque sorte. Et puis j'en ai trouvé un certain nombre aussi du côté donc de la famille Chambol et de cet Auguste Garbéron. J'avais dans le grenier, il y a un certain nombre de malles. Parmi ces malles, il y en avait une qui était un peu plus intéressante, dans laquelle il y avait des vieux papiers. Et en fait, j'avais ouverte il y a déjà longtemps, et j'avais pris dans cette malle une enveloppe que je pourrais vous montrer,
dans lequel il y avait une décoration accordée par le sultan de Constantinople à Auguste Garbéron. Et j'ai sorti cette décoration et j'ai bien vu qu'il y avait un certain nombre de papiers relatifs notamment aux phares et fanaux ottomans, mais je n'avais pas, j'étais occupé au fond par d'autres travaux de généalogie ou d'histoire, et je n'avais pas été plus loin. Et c'est quand Christine, quand vous en ai parlé, vous en avez parlé à Christine, et je suis retourné dans la malle en question, je l'ai sorti du grenier, je l'ai vidé, j'ai fait le tri entre les papiers qui concernaient Auguste Garbéron et ceux qui concernaient d'autres personnes, et j'ai trouvé ces papiers d'Auguste Garbéron. Et alors, je les ai amenés ici, dans un sac, qui ne pesait quand même pas très très lourd, et je les ai ouverts et j'ai été étonné de voir la richesse de ce fonds documentaire. Parce qu'on y trouve d'abord tous les papiers de l'état civil et professionnel d'Auguste Garbéron, c'est-à-dire naturellement son acte de naissance, son acte de décès, son acte de mariage, mais aussi pratiquement les différentes étapes de sa carrière, sa participation par exemple à l'Académie des sciences, des belles lettres et des arts de Toulon. Il était un peu poète, donc j'ai trouvé des recueils de poésie jamais imprimés qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire, mais enfin tout le monde à cette époque faisait du Victor Hugo. C'était le cas également d'Auguste Chambol, le père de François Chambol, qui lui était député, journaliste, rédacteur en chef du Siècle, et qui a laissé des recueils de vers publier cela. Et puis j'ai trouvé un ensemble de papiers plutôt professionnels relatifs aux phares et feux ottomans, donc les notes qu'il a faites, les voyages, les missions qu'il a faites pour créer des feux ou pour les installer ou pour les financer, par exemple, pour créer une sorte de péage sur les navires pour pouvoir financer les phares et feux ottomans. Et puis j'ai trouvé le bloc des documents qu'il avait mis de côté sur le canal de Suez. Il avait séparé. Moi j'ai trouvé tout ensemble, mais je les ai séparés, et en fait ça figure effectivement dans des chemises distinctes de ces actes civils ou des choses comme ça. Et donc j'ai commencé un peu à regarder ces documents concernant le canal de Suez, mais très récemment. Et donc j'ai constaté qu'en fait il y avait 8 lettres autographes de Ferdinand de Lesseps à Auguste Garbéron, que je n'ai pas encore toutes lues parce que l'écriture de Ferdinand de Lesseps est quand même pas toujours facile à lire. J'ai commencé à déchiffrer la première, qui se passe au moment d'un naufrage d'un bateau turc qui transportait en fait des dossiers destinés à Auguste Garbéron. Donc Ferdinand de Lesseps lui écrit une lettre pour lui dire tous ces papiers ont disparu dans la mer. J'en fais faire des copies que je vais vous renvoyer. Et dans cette lettre est juste après en fait la lettre qu'il appelle vizirielle, c'est-à-dire la lettre du grand vizir qui demandait au Khedive de stopper les premiers travaux que Ferdinand de Lesseps avait engagés à partir de Port Saïd pour créer le petit canal qui devait servir au fond d'abord à manifester l'axe du canal en quelque sorte, mais surtout à faire du transport fluvial nécessaire à la construction du canal. C'est par ce petit canal qu'ont été transportées les pièces des dragues lorsqu'elles ont été montées ailleurs qu'à Port Saïd, etc. Donc, Ferdinand de Lesseps avait pris le soin de dire qu'il s'agissait d'opérations préliminaires. Il avait pris le soin de ne pas employer le mot de travaux.
Et il considérait que le firman, même non approuvé par le sultan, lui donnait la possibilité de commencer ses opérations de préparation, ses opérations préparatoires. Et le grand vizir, ou le sultan, mais le grand vizir pour le sultan, informé de ces opérations préparatoires, mais qu'il considérait comme étant des travaux, a fait une lettre au Khedive pour lui dire il faut tout stopper, il n'y a pas de... Et alors j'ai une copie d'ailleurs de cette lettre vizirielle dans les dossiers d'Auguste Garbéron, et donc ça jetait une ombre quand même sur le canal. Ça se passait en 1859. Et alors, sur ce portrait de Lesseps qui figure, ouais. et qui était le point de départ de vos interrogations, est-ce qu'on n'a aucune idée du moment où il est entré dans la famille? Non, parce que d'abord, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce portrait n'était pas une peinture, c'était une gravure. Et je pense que des gravures de Ferdinand de Lesseps, il y en a eu pas mal. Donc, ça n'était pas considéré comme une pièce de grande valeur. C'était. Alors, pourquoi elle était là? En fait, c'est ce François Chambol, Arthur François Chambol, si on veut le désigner, parce qu'il y a eu d'autres François Chambol depuis. Arthur François Chambol, au moment où il a pris sa retraite à Bordeaux de ses fonctions d'agent général des messageries maritimes, a voulu se construire une villa, assez modeste d'ailleurs, mais immédiatement sur le bord du bassin d'Arcachon. La villa a été inaugurée en 1870, donc ça se passe pendant la période même où le canal a été inauguré. Et ce qui est assez amusant dans les lettres qui font partie de ce dossier, c'est que comme cette maison est assez modeste, entre eux, ils l'appellent la petite bicoque. Donc, dans cette petite bicoque, Arthur François Chambol a donc mis un portrait de Ferdinand de Lesseps, une gravure. Je ne sais pas exactement comment il se l'est procuré. Je ne pense pas qu'à l'inauguration, par exemple, à laquelle il participait, on distribuait des gravures. C'était quand même une gravure grande comme ça. C'était pas une petite gravure c'était une grande gravure. Enfin, le tableau de mémoire, je dis ça, était à peu près comme ça, quoi. Donc, je ne sais pas à quelle date, mais ce qui est certain, c'est que le canal de Suez était quelque chose pour lui de très important, puisque il avait été là-bas. Voilà. Pourquoi vous avez un détail, vous avez dit de mémoire, parce que la gravure en question n'existe pas. Non, elle est toujours dans cette maison, mais elle appartenait à mon père et à mon oncle. Et dans le partage qu'ils ont fait de leurs biens, c'est mon oncle qui est maintenant décédé, et c'est le fils, un de mes cousins germains, qui possède cette maison. J'y vais de temps en temps parce que moi j'ai racheté une autre maison au même endroit, et nous avons sur ce coin d'Arès, nous sommes 5 et nous avons chacun une maison, et nous avons des cousins qui ont une maison. Donc il y a une espèce de petit village Chambol à l'intérieur du village d'Arès, de la petite ville d'Arès. Donc, il y avait 2 invitations, adressées l'un à Monsieur de Chambol, l'autre à Madame de Chambol. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas Monsieur et Madame de Chambol. Donc, c'était par ordre du Khedive. Le maître des cérémonies prie Monsieur de Chambol de vouloir bien assister aux fêtes et aux bals qui seront donnés à Ismaïlia le 18 novembre 1869, jour de l'inauguration du canal de Suez à 9h du soir. Alors, sur l'invitation du mari, il y avait marqué en frac et décoration, et en bas d'invitation, il y a marqué cette carte est personnelle et devra être présentée à l'entrée. Voilà. Je suis frappé de voir que vous l'avez, l'encadrement. Alors, c'est moi qui l'ai encadré, mais en fait, mes parents n'y attachaient pas tellement d'importance.
Et j'ai trouvé ça au fond d'un tiroir dans un petit meuble où il y avait à la fois des morceaux de plaquage de meubles, il y avait, voilà, ouais, ça traînait un peu. Et donc moi, comme je trouvais ça drôle ou intéressant en tout cas, et comme je faisais partie de l'association pour le souvenir de Ferdinand de Lesseps, j'ai mis ça dans un cadre modeste d'ailleurs. Si j'ai postulé à l'association, pour faire partie de l'association, c'est un peu à cause d'Auguste Garbeyron et de Arthur François Chambol. Voilà, donc ça, c'est une raison pour laquelle j'ai souhaité faire partie de cette association, qui était une association assez élitiste, elle l'est peut-être encore d'ailleurs, où les responsables de l'association, il y a une dizaine d'années, avait une politique assez malthusienne en ce qui concerne le recrutement dans l'association. On peut dire d'ailleurs que ça n'a pas tellement changé, puisque le nombre d'adhérents n'est pas très important. Bon. Et donc, à cause d'Auguste Garbeyron et d'Arthur François Chambol, et puis parce que j'avais travaillé à Suez, enfin dans la société héritière de la Compagnie universelle, au moment où Suez et Lyonnaise des Eaux ont fusionné. Donc, pour ces deux raisons, j'ai demandé à faire partie de l'association. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé. D'ailleurs, même à Lyonnaise des Eaux, une fois, Jérôme Monod m'avait demandé de participer à une petite fête, je crois, à Saint-Étienne, parce qu'une école d'ingénieurs de Saint-Étienne avait pris Ferdinand de Lesseps comme parrain de la promotion. Et avait demandé d'une part à un descendant de Ferdinand de Lesseps et à Suez, à la société Suez, de venir pour le baptême de cette promotion. Donc j'ai été assisté au baptême de cette promotion avec un descendant de Ferdinand de Lesseps, mais je ne me souviens plus de son prénom, mais je pourrais le retrouver. Et à ce moment-là, allant à cette inauguration, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait dans la malle. Voilà. Et j'ai trouvé plusieurs documents, mais parmi ceux-là, j'ai sélectionné d'une part une lettre de Ferdinand de Lesseps et d'autre part un papier pelure assez intéressant, qui n'est pas unique, c'est pas une pièce unique, mais qui raconte le premier coup de pioche du canal entre la mer Méditerranée et le lac de Manzale sur le cordon lagunaire. Et il y a un document, mais j'ai vu par exemple que dans le livre de Guylaine Diesbach sur Ferdinand de Lesseps, il cite des morceaux de ce document, ce qui prouve bien que c'est un papier pelure qu'on a reproduit en plusieurs, et qui est très touchant parce que ils sont là une centaine de personnes, dont je dirais 80 ouvriers, et ils donnent les premiers coups de pioche du canal, qui a été piqueté, donc, et Ferdinand de Lesseps s'adresse aux ouvriers en français, mais son petit discours est traduit en arabe, pour leur dire ce premier coup de pioche, ça n'est pas seulement des coups de pioche pour ouvrir le canal, c'est pour ouvrir l'Orient à l'Occident, c'est pour assurer la prospérité de l'Égypte. Et le papier continue en disant ce discours est traduit aux ouvriers et les ouvriers applaudissent en criant vive alors je crois que c'est les Fendi. Ferdinand de Lesseps très habilement met beaucoup en valeur le concédant. Et pas seulement le concessionnaire, la Compagnie universelle ou lui-même. Il a toujours vraiment tenu à ce que, et c'était normal parce que c'était le socle de son firmament, à mettre en valeur le Khedive d'Égypte qui avait accordé la concession. Donc ce papier est très touchant et je sais qu'il existe donc dans d'autres endroits, mais je l'ai lu
aux élèves de cette promotion de l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne à cette occasion, pendant que le descendant de Ferdinand de Lesseps lui parlait de façon un peu plus intime peut-être de sa famille. Quand on était à Lyonnaise-des-Eaux, au gré des fusions, acquisitions, on s'est trouvé rue de Lisbonne, puis on s'est trouvé à Nanterre, dans les bâtiments que Dumez avait fait construire. Puis, lorsque Suez et Lyonnaise-des-Eaux ont fusionné, Suez avait déjà 30 ou 40% de Lyonnaise-des-Eaux, donc la fusion était relativement facile. On s'est trouvé dans les locaux de la compagnie universelle de Suez, rue d'Astorg. Et moi, je me rappelle, j'étais dans les combles dans un bureau qui était assez sympathique, et j'avais affiché dans ce bureau ces invitations. Et donc, j'ai dit à Gérard Mestralet, ben, si tu veux venir voir le carton d'invitation à l'inauguration du canal, viens dans mon bureau. Et donc, Gérard est monté et a vu ce document qui l'a intéressé. Et puis il y avait naturellement quand même dans ces locaux de la rue d'Astorg les bustes des différents présidents de la compagnie universelle. Il y avait le bureau avec toute la bibliothèque qui a été depuis déplacée. Et nous nous réunissions d'ailleurs tous les lundis pour la réunion des directeurs de la société dans la salle du conseil d'administration de la compagnie universelle, où a été pendant un certain temps donc le petit musée des objets et du patrimoine. Donc on avait quand même cette mémoire assez présente, mais on n'en parlait pas trop, d'autant plus que toute la stratégie de Gérard Mestralet avait été justement de transformer complètement la compagnie de Suez, qui au départ est une sorte d'établissement bancaire fondé sur les indemnités payées au canal, et pour le transformer dans une société de services dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des déchets. Et il complétait cet exercice en faisant la fusion. Il avait complété cet exercice en faisant la fusion entre Lyonnaise-des-Eaux et Suez. Donc, on vivait plutôt une sorte de rupture par rapport aux activités du passé. Donc, on n'était pas constamment à célébrer le canal. Voilà. Donc, les lettres autographes de Ferdinand de Lesseps, enfin, elles vont du 7 juillet 1859 au 22 juin 1861. Alors, je vous montre. Donc, il y a une partie qui est constituée d'enveloppes sur lequel il y a toujours marqué Monsieur Garbéron, capitaine de frégate, inspecteur des phares ottomans ou des phares et fanaux ottomans, à Pera. Pera étant le quartier où résidaient les Occidentaux à Constantinople, et qui est resté un des quartiers relativement chics. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi c'était regroupé comme ça, il y avait un certain nombre de documents. C'est souvent classé par période quand même. Alors ici, voilà une lettre autographe donc, de Ferdinand de Lesseps. Et alors c'est cette lettre que je me suis amusé à traduire et qui dit ceci. Alors il y a 2 ou 3 mots qui me manquent. Le vapeur ottoman Silestrier, mais je ne suis pas absolument sûr du nom, vous apportez avec une lettre de moi et une autre de Rény un gros dossier de documents destiné à vous mettre au courant de ce qui s'était passé ici. Mais les rari nantes, comme vous les appelez, alors c'est assez amusant parce que rari nantes, ça veut dire un petit nombre de personnes qui nagent en latin, et je crois que Auguste Garbéron, qui était d'une origine assez modeste en fait, était très féru de littérature, de latin, et c'est un morceau d'un vers de l'Énéide de Virgile, dans lequel il y a les rari nantes, comme vous les appelez, disparaissent depuis quelque temps
dans le Gurgite vasto, qui veut dire en latin le gouffre immense. Ce sont les abîmes de la mer. Et alors, c'est assez amusant parce qu'il prétend qu'il écrit du Garbéron dans sa lettre. Alors, il dit il continue, alors c'est assez sévère parce qu'il dit grâce à la stupidité et à l'ignorance des capitaines et mécaniciens turcs. On n'a plus entendu parler du raïs. Alors, j'ai mis raïs, je ne suis pas sûr du mot, depuis un mois. Quant aux silistriers, vous apprendrez les détails de cet affreux naufrage où le Turc s'est montré à découvert dans son ignoble nullité et où chrétiens et chrétiennes ont rivalisé de courage, d'abnégation et de dévouement fraternel. Donc ça donne quand même sur la mentalité même des Occidentaux à cette époque, et y compris Ferdinand de Lesseps, une image qui n'est pas terrible. J'ai fait recopier une partie des documents qui étaient encore de circonstance, j'ai ajouté quelques autres. Vous vous débrouillerez et vous les communiquerez soit à monsieur le comte l'Allemand, soit à monsieur Touvenel, qui sont 2 personnes de l'ambassade, s'il est de retour à Istanbul. Vous remettrez de ma part au comte l'Allemand la traduction de la lettre vizirielle adressée au vice-roi avec la date qu'il ne connaissait pas. Et vous le remercierez de ma part sur la manière dont il a parlé de cette pièce en l'envoyant au ministère à Paris. C'était bien digne, bien français, et en même temps fort adroit et fort bien dit. Je maintiens une ferme, et là j'ai un mot qui me manque, je n'ai pas réussi à identifier, nos baïonnettes victorieuses, comme je l'écrivais dernièrement au prince Napoléon. En fait, ça se passe à l'époque, je crois, de la guerre de Crimée, que je ne connais pas personnellement très bien, mais c'est pour ça qu'il parle des baïonnettes. Victorieuse, comme je l'écrivais dernièrement au prince Napoléon. Il me manque un mot, mais ça veut peut-être dire feront encore plus pour le canal que les dragues et les pioches. Dans ce moment, je n'ai qu'à serrer un peu la voilure et à attendre patiemment que l'orage ait passé. Il est vrai que les nuages couvrent l'horizon de tous côtés, mais le canal les percera et nous percerons le canal. C'est ma foi. Embrassez pour moi et affectueusement vos scies. Là, je ne sais pas si c'est joue, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Pourquoi il y a 6 ? Alors je crois qu'en fait il parlait des joues de la femme de, mais je peux me tromper sur le mot, de la femme d'Auguste Garbéron et de ses 2 filles, Noémie et Paul. Effectivement, 3 femmes, ça fait 6 joues. Et dans toutes les lettres qu'il envoie, il embrasse la femme d'Auguste Garbéron et il embrasse Noémie. Voilà, donc ça prouve qu'il connaissait un peu la famille et qu'il avait une certaine affection pour cette famille d'Auguste Garbéron. Il y a beaucoup d'autres lettres qui sont de Régny, qui était directeur en Égypte de la Compagnie universelle à cette époque, et il parle toujours de Ferdinand de Lesseps en l'appelant notre général. Ce qui est assez amusant parce qu'il n'a jamais été général, mais il le considérait comme un général d'armée. Voilà. Je vais m'amuser de toute façon à lire toutes ces lettres et je vais d'ailleurs les taper probablement et puis je vais donner à l'association les lettres tapées. J'ai commencé, si jamais je fais un petit roman, parce que je ne ferai pas la biographie d'Auguste Garbéron parce que je ne trouve pas qu'il mérite une biographie complète, autant Ferdinand de Lesseps en mérite une, mais si je fais un petit roman à partir de ce matériel, je commencerai peut-être par l'inauguration et Noémie, ma chérie, nous venons de recevoir les invitations et puis suit voilà. Il y a évidemment beaucoup de copies dans ces documents, dont la lettre vizirielle qui était si méchante, enfin qui était C'est la copie de la lettre parce que la pelure dont je vous parlais, c'est un document assez fragile. C'est ça qui décrit le premier coup de pioche du canal. Voilà. Ça, il faut la faire. Peut-être que... Bon, c'est... Elle est écrite très bien parce que comme c'est une copie faite en plusieurs exemplaires, on a pris un scribe. Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que donc là, c'est dans cet ensemble qu'on trouve les lettres de Ferdinand de Lesseps. Ici,
Ce sont des pièces annexes, certaines sont des imprimés, certaines que je n'ai pas bien classées encore. Et puis ça, c'est intitulé « Canal de Suez, ma correspondance ». Donc en fait, c'est la copie des lettres qu'il a adressées à la compagnie sur ce qui se passait à... également, voilà, et c'est dans ces lettres que j'ai découvert que Auguste Garbeyron, en tant que capitaine d'un bateau-poste, avait transporté Ferdinand de Lesseps et l'avait connu à cette occasion. Et c'est pour ça que, ou bien Ferdinand de Lesseps a demandé à Auguste Garbeyron de lui servir un petit peu d'informateur sur ce qui se passait à Constantinople, ou bien c'est Auguste Garbeyron qui, partant pour Constantinople, a dit à Ferdinand de Lesseps je pourrais vous servir d'informateur. Peut-être qu'on le trouverait là-dedans. Alors, tout ça, ce sont des lettres, au fond, c'est les originaux de ces lettres, donc avec les rayures, et puis ensuite, il les réécrivait plus convenablement. À l'époque, il n'y avait pas de machine à écrire, il n'y avait pas de machine à traitement de texte. Il y a aussi la traduction du firman du vice-roi d'Égypte. Enfin, c'était toute la documentation, au fond, qui était nécessaire à Auguste Garbeyron pour pouvoir s'occuper un peu du dossier.